votre invité ce matin avec Raphaël Legendre. C'est François Omril, bonjour. Bonjour François Omril. Président de la CFE-CGC, la nuit a été courte, fini des discussions hier vers minuit à peu près. Un peu après. Un peu après, même pas d'accord. Nouvelle réunion lundi autour de la question des retraites. Le conclave c'est pas terminé. C'est quoi l'état d'esprit de la réunion de lundi? Dernière chance pour un accord. Comment vous la qualifieriez cette réunion? Moi, je la qualifierais de réunion conclusive. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une réunion de négociation au sens propre. Une réunion de négociation, chacun vient avec ses positions, puis on essaye de trouver un moyen terme, ce qui n'a visiblement pas été le cas hier soir. C'est plutôt une réunion pour recueillir les avis définitifs des délégations sur le projet tel qu'il a été posé hier soir sur les coups de minuit. Peut-être qu'il y aura un peu des consultations, des conciliabules, des bilatérales, comme on dit, entre Jacques Marette et puis les différentes délégations pour regarder s'il y a encore des marges de manœuvre. Moi, j'observe quand même qu'hier soir, le MEDEF est parti, non pas en claquant la porte, mais presque. Il a dit, bon, on prend acte. Visiblement, le peu qu'on avait réussi à leur arracher, c'était déjà trop. Mais qu'est-ce qui bloque, François Omril? D'abord, est-ce que vous jetez la responsabilité sur le patronat de l'échec de la réunion d'hier? Et qu'est-ce qui a bloqué? C'est la pénibilité? Alors, la pénibilité bloque, effectivement, sur la raison principale que le MEDEF, comme toujours, renvoie la question de la réparation à la question de la prévention. Mais en fait, les deux sont importants. On le rappelle, simplement pour bien expliquer, c'est le cheval de bataille, la CFDT notamment, c'est la réintroduction de 3 critères dans le compte professionnel de prévention, le port de charges lourdes, l'exposition à des vibrations mécaniques et l'adoption de postures pénibles. Et le MEDEF, lui, veut le sortir de ce compte pour en faire effectivement simplement de la prévention. En fait, la prévention, c'est important. Et on en fait, Dieu merci, depuis des dizaines d'années qu'on constate qu'il y a des problématiques de pénibilité dans les conditions de travail. C'est pas pour autant de dire, comme le prétendait Emmanuel Macron, que le travail est pénible quel qu'il soit, mais il y a des conditions de pénibilité qui créent des symptômes, des syndromes sur les personnes qui les subissent, qui font qu'il est nécessaire de réparer ça. Pas toujours facile à évaluer, dit le MEDEF. Non, mais tout est difficile à évaluer. Voilà, il y a controverse. Nous, ce qu'on dit, c'est que quand il y a eu exposition, il doit y avoir automatiquement l'application d'une réparation. C'est comme ça, on peut difficilement faire autrement. Le meilleur exemple, c'est le travail posté. Qui est effectivement un des facteurs les plus pénibles, le travail de nuit, le travail en 5 équipes, etc., pour lesquels, dans les conventions collectives, depuis 70 ans, il y a des critères de réparation automatique. Moi, je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, il faudrait changer la façon de voir les choses. Il faut évidemment faire de la prévention. On a travaillé sur les rythmes du travail posté, etc. On travaille sur les postures, et c'est normal qu'on le fasse. Mais il y a quand même des gens aujourd'hui qui sont impactés, et y compris avec les risques psychosociaux, qui est quand même un peu la maladie du XXIe siècle, sur lesquels il faut aussi concevoir qu'il y a la nécessité de travailler en réparation. Mais le MEDEF n'accepte pas cette idée qu'il serait quelque part responsable, à travers les conditions de travail qu'il impose, des moyens à mettre en œuvre pour réparer ceux qui ont été abîmés par le travail. Parce que ça, c'est réel. Et c'est pas si grave que ça. On en discute, on en parle, on trouve les moyens par la prévention d'amoindrir ces conditions-là, d'améliorer les conditions de travail. Tout le monde le fait au quotidien, mais par ailleurs, il faut réparer les personnes qui ont eu à subir ces conditions. Bon, vous n'avez pas trouvé d'accord, notamment avec le MEDEF, évidemment, mais vous avez passé plutôt un bon moment. C'est-à-dire que vous trouvez que ce conclave, c'était un bon format, une bonne formule, dans la manière dont ça a été mené. Oui, nous, on est... c'est un peu le mandat permanent de la CFE-CGC dans cette affaire, c'est de rester jusqu'au bout. Nous, le format nous va bien. Je ne dis pas que c'est forcément le meilleur format, quoi qu'il arrive, mais il nous va bien parce que ce n'est pas le MEDEF qui tient la plume. Alors évidemment, le MEDEF, il couine un peu, parce que lui, il n'a pas l'habitude. Mais le problème, il est que pendant des années, quand c'était le MEDEF qui tenait la plume, on arrivait quand même à négocier. Parce qu'il y avait une volonté patronale d'avancer sur un certain nombre de dispositions. Ce qui n'est plus le cas. Non, mais c'est plus le cas. Et même à la limite, aujourd'hui, non seulement le MEDEF ne veut négocier sur rien du tout, mais on peut le comprendre. Moi, je les comprends. Ils n'ont qu'à prendre leur téléphone, appeler le ministre de l'économie ou le Premier ministre, demander quelque chose et on leur donne, en fait, sans condition ni discernement. C'est comme ça depuis 15 ans. Donc forcément, ça, c'est une espèce de drogue. Donc ça a créé des habitudes, du conditionnement, et aujourd'hui, ils ont du mal à ouvrir la boîte à discussion parce qu'ils ne sont pas contraints d'une certaine façon à avoir un accord. Parce qu'ils n'ont pas de risque
à assumer du fait qu'il n'y aurait pas d'accord. Donc ils ont perdu la clé du champ de tir en fait. Et nous, ce qui nous va bien, c'est qu'il y a un animateur extérieur qui écoute les délégations et qui essaye de créer les éléments d'une synthèse. En fait, c'est ça. Il y a eu une autre négociation qui est en cours là sur les transitions professionnelles. C'est le MEDEF qui a la plume. Ben, rien n'avance. On a un négociateur qui ne propose rien, dont le seul objectif est de tuer la négociation. Donc il faut qu'on sorte en fait de. Et donc lundi, on aura juste un document de synthèse, un résumé sur les positions de chacun, mais pas un accord. Si vous voulez, lundi, on a un accord à minima. Peut-être pour rappeler une chose, c'est que notre revendication, nous, à la CFE-CGC, était de dire la réforme, le passage à 64 ans, n'a réglé aucun problème. Par contre, il en a créé d'autres. Un peu financier, quand même. Il y a encore plus de 6 milliards d'euros à trouver pour atteindre l'équilibre en 2030. En fait, il y a débat sur ces sujets-là. On est d'accord du régime de base, de la CNAV. C'est le plus gros, c'est 175 milliards à peu près, la surface financière. S'agissant du régime Agirc-Arrco, le plus gros régime complémentaire, c'est presque 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, les réserves continuent à augmenter. Le régime, il est positif. Donc, il y a des voies et des moyens par lesquels... Donc, vous voulez prendre une partie des 80 milliards d'excédents des complémentaires pour équilibrer le régime général? C'est ce que l'État voudrait faire, pomper dans la caisse. Mais c'est hors de question. Moi, ce que je veux dire, c'est que on dresse toujours un tableau extrêmement dramatique de la question des retraites en se projetant à 5 ans jusqu'à 2070 dans les dernières analyses du corps, en prenant des hypothèses de croissance et de taux d'emploi que nous, on conteste. Parce que ça, c'est le facteur de premier ordre. 2030, c'est demain. Hein. Oui, c'est demain, je suis d'accord. Mais pourquoi postuler à un taux d'emploi volontairement dégradé par rapport au premier scénario? Pourquoi postuler une évolution de la productivité plus faible que les autres pays européens pour plomber le résultat? Donc c'est le thermomètre qui ne va pas, selon vous? Moi, c'est pas forcément le thermomètre, mais je dis simplement qu'en matière d'initiative à prendre, s'agissant pour le coup du gouvernement et d'autres personnes qui agissent sur la sphère économique, il y a peut-être d'autres priorités que de considérer qu'il faut systématiquement taper sur les salariés et taper sur les retraités. Peut-être qu'il faut travailler à tirer l'économie vers le haut en développant les emplois de qualité, en améliorant la productivité, en améliorant le taux d'emploi et notamment le taux d'emploi des seniors, en améliorant les salaires, en améliorant les salaires des femmes par rapport aux salaires des hommes. Vous voyez, je vous donne tout un tas de pistes qui sont balayées par le MEDEF qui dit mais ça c'est pas notre problème. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez gagné vous dans la négociation? Parce que sur les 64 ans, bon, il va rien se passer, il y aura pas de hausse de cotisation patronale sauf revirement de dernière minute. Qu'est-ce que vous avez réussi à pousser dans ce conclave? Alors, dès l'instant que le patronat, il ferme la porte des 64 ans, qu'est-ce qu'on fait? Où on s'en va? Je rappelle que vous plaidiez pour un retour à 62 ans. Toujours. CGC. Moi, je dis, ça n'a réglé aucun problème. Il y a d'autres propositions à examiner. Je vous en ai fait la liste d'un certain nombre. Mais bon, le patronat, il ferme la porte, direct. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va ou on reste? Nous, on a dit, on reste jusqu'au bout. Parce que ça nous intéresse. Et puis, par ailleurs, il y a eu un travail qui a été fait d'objectiver l'impact d'un certain nombre de paramètres financiers. Pour tout vous dire, sur la question des contributions, moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi on ne demande pas l'avis aux Français. Il se trouve qu'il y a un sondage qui recueille plus de 70% d'adhésion de personnes à qui on a demandé si on vous proposait 1 point supplémentaire de cotisation pour partir 1 an plus tôt, est-ce que vous seriez d'accord? À l'immense majorité, les gens y répondent oui. Faire un référendum. Alors, bizarrement, on leur pose la question par sondage, ils répondent oui, mais par ailleurs, après, on évite de leur poser la question et on évite de rentrer ça dans l'équation. Moi, je trouve ça quand même assez bizarre. Mais bref, indépendamment de ça, on dit effectivement, le passage à 64 ans n'a réglé aucun problème, il en a créé des nouveaux. Restons dans la négo et essayons de trouver les voies et les moyens par lesquels on rend un peu plus de justice dans les conséquences de cette réforme. Principalement pour les carrières longues et pénibles et surtout pour les femmes mères de famille qui ont été particulièrement maltraitées par le passage à 64 ans, puisque nous avons des personnes, pour plus de 75% des personnes concernées, c'est-à-dire qui doivent travailler plus longtemps à cause de la réforme. Puisqu'il y a des gens qui ne sont pas concernés par la réforme. Il y a des gens qui, de toute façon, étaient en projection de travailler après 64 ans. Ceux-là, ils ne sont pas concernés. Ou avant, 40% ne partiront pas à 44 ans, quand même. 64 ans, pardon. Mais exactement. Ouais. Donc, oui, donc il y a des personnes qui, d'une certaine façon, sont épargnées. Mais on avait 2 publics particulièrement ciblés en termes de conséquences par la réforme. Donc, ce sont les femmes mères de famille avec ces fameux 8 trimestres par enfant, qui sont une disposition, au passage,
chômage que certains aimeraient bien supprimer. C'est pas trop tendance actuellement, on est d'accord, avec le taux de fécondité qui s'effondre. Là, il y a eu des avancées. Là, c'est plutôt sur des avancées. On essaye de faire un peu attention. Mais remarquez que il nous reste 30 secondes. Sur ce sujet-là, qu'est-ce que fait le MEDEF? Il dit je vais faire des mesures d'aménagement, mais il ponctionne dans des mesures qui sont déjà dans la réforme, qui sont proposées pour améliorer les conditions de départ. Il les siphonne et il le remet à un autre endroit. Donc là, le compte n'y est pas non plus. Merci beaucoup François Omril. Rendez-vous donc lundi pour cette réunion. Je dis pas de la dernière chance, cette réunion de synthèse. Tout à fait. C'est ça, ce qui se passera lundi. Merci d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.